7800. C'est le nombre de voitures vendues par Maserati en 2025. Et juste pour vous situer, en 2017, c'était 51 000. En fait, la situation est tellement critique que même Jaguar a vendu plus de voitures qu'eux cette année-là. Et pour les deux du fond qui n'auraient pas suivi, Jaguar a littéralement arrêté de vendre des voitures cette année-là. Alors, si Maserati vend moins de voitures qu'un constructeur qui ne vend plus de voitures, on peut se poser la question, est-ce que Maserati va survivre ? Et notre histoire commence par un rêve que vous avez probablement tous eu et qu'évidemment j'ai eu aussi, le rêve d'être pilote de course. Bon après, tous les rêves ne se réalisent pas. Mais heureusement, il y a deux frères qui vont réaliser ce rêve-là en 1926, Ettore et Alfieri Maserati. Et ils vont pas réaliser ce rêve avec n'importe quelle voiture, puisqu'ils vont le réaliser avec la voiture qu'ils créeront eux-mêmes, la Tipo. Alors non, pas cette merde-là. La Tipo 26, première voiture des frères Maserati, gagnera dès sa première année la célèbre Targa Florio, et surtout, ça sera la première à aborder le célèbre trident sur sa calandre. Dans les années qui suivent, Maserati se consacrera uniquement à la commercialisation de voitures de course et gagnera en popularité par la même occasion. C'est à ce moment que deux événements viendront changer le destin de la marque. Premièrement, la marque a de sérieux problèmes financiers, et deuxièmement, elle va perdre un de ses fondateurs, Alfieri Maserati. Mais en 1937, la décision est prise de revendre la marque et ça sera un industriel italien, Adolfo Orsi. Les conditions du rachat stipulent quand même que les frères Maserati gardent la main pendant 10 ans sur la partie ingénierie, tandis que le nouveau propriétaire s'occupe juste des finances et du commerce. Bon, au final, au bout d'un an, la fratrie Maserati se fait dégager de sa propre entreprise. Tu dégages! Sinon je t'en colle une! En 1958, la marque sort d'une année record en termes de compétition, et pourtant, une fois de plus, à cause de problèmes financiers, la marque décide d'arrêter intégralement le sport auto. La décision est donc prise de se concentrer uniquement sur les voitures de série, et le premier modèle qui sera chargé de sauver la marque, ce sera la 3500 GT. Malgré une gamme de plus en plus complète, les 10 années qui suivent ne suffiront pas à faire disparaître les galères, et en 1968, Maserati est racheté par une marque française. Le blanc rouge, c'est le Front National. Non attendez, c'est pas le bon hymne là. Bref, c'est Citroën qui rachètera Maserati avec un objectif assez opportuniste, celui de bénéficier de l'expérience de Maserati pour concevoir un V6 pour le futur modèle de la marque au chevron, la SM. Qu'on se le dise tout de suite, la période Citroën sera un carnage. 7 ans après le rachat, la marque est complètement abandonnée par Citroën et pour une raison très simple, Citroën est en faillite à cause du flop que fut la SM. Cette période nous offrira quand même de magnifiques modèles comme la Merak ou la Bora, toutes dessinées par le grand Giugiaro. Retour en 1975, Maserati est complètement abandonné et c'est l'Argentin Alejandro de Tomaso qui reprendra la marque avec l'aide de l'État italien. Il adoptera une stratégie totalement inverse à celle de Citroën en commercialisant des modèles certes luxueux, mais quand même plus abordables. Maserati rentre dans l'ère des biturbo. La biturbo, c'est le modèle phare de l'ère de Tomaso pour une simple raison, l'intégralité des modèles Maserati sortis entre 81 et 97 seront des dérivés de la biturbo, soit près de 30 versions différentes. Le temps passe et les affaires ne s'arrangent toujours pas pour Maserati, puisque c'est Chrysler qui investit dans la marque avec pour but de sortir une Chrysler conçue par Maserati. C'est une grosse merde, personne ne l'a acheté, bref, on peut passer à autre chose. Mais on arrive enfin à ce que beaucoup considèrent être l'âge d'or de Maserati. Parce qu'au début des années 90, et pour faire honneur à sa réputation, Maserati est encore dans une immense merde. Une fois de plus, la marque a besoin d'un sauveur, et ça sera pas n'importe qui, puisqu'il s'agira ni plus ni moins de Fiat. 4 ans après le rachat, en 97, Fiat confie la gestion de la marque à un petit artisan local qui faisait aussi partie du groupe. Et pendant cette période qui durera 8 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est que Maserati va sortir des modèles de dingue. Maserati Coupé Quattroporte 5 et la MC12. Et justement, il faut en parler de la MC12, alors déjà parce qu'elle a fait ce bruit-là. Et surtout, elle est le symbole d'une renaissance pour la marque, puisqu'après 37 ans d'absence en compétition, Maserati revient enfin en sport automobile, précisément en FIA GT. Alors, petit problème, pour prétendre à ce championnat-là, il fallait produire 25 voitures homologuées pour la route avant de pouvoir l'inscrire en championnat. Pour éviter un développement trop coûteux, les ingénieurs de Maserati vont se baser sur un modèle déjà existant, genre au hasard, ça.
La MC12 permettra à Maserati de se refaire une réputation en sport auto avec pas moins de 40 titres entre 2004 et 2010. Et retenez bien ça, ça aura son importance pour la suite. Après ces années fastes, Maserati va continuer sur sa lancée, mais à partir de 2006, elle sera liée à Alfa Romeo. Les années Alfa Romeo seront marquées par une volonté de se diversifier pour vendre plus. En plus des traditionnels coupés et berlines, Maserati va ajouter à sa gamme la Ghibli, un modèle plus accessible et surtout disponible en diesel. Et ensuite, le premier SUV de la marque fera son apparition, le Levante. Tous ces modèles permettront à Maserati de battre des records de vente avec 50 000 ventes en 2017 et lui permettront également d'aborder sereinement l'avenir avec plusieurs projets dans les cartons. Voilà, j'ai fini de lire la page Wikipédia sur Maserati, maintenant on peut passer à la suite. En 2018, alors que tout semble aller pour le mieux chez Maserati, coup de tonnerre, le PDG s'excuse publiquement à la suite de chiffres de vente qui chutent à nouveau. Il reproche aux anciens dirigeants d'avoir brisé l'image luxueuse de Maserati, rien que ça, et surtout, il leur reproche d'avoir trop rapproché Maserati et Alfa Romeo au point que les deux seraient en train de se cannibaliser. Alors, il oublie quand même d'admettre un point pour justifier les mauvais résultats, c'est qu'en 2018, la gamme Maserati elle est composée de dinosaures. La Quattroporte et la Ghibli ont déjà 6 ans, et la Gran Turismo va sur ses 11 années. Sauf que 11 ans, c'est beaucoup trop vieux. Depuis quand c'est Norman qui écrit mes textes? Pour relancer la marque, le PDG de Maserati débauche un responsable marketing de chez Ferrari, et ensemble, ils vont bosser sur un sacré chantier, repositionner la marque et redorer son image luxueuse d'ici 2022. Leur première idée pour cette stratégie, c'est de convertir Maserati en un fabricant d'électroménager. Et ils le feront pas finalement puisque c'est Ferrari qui le réalisera avant. Faire la même vanne que tout le monde sur la Luce, c'est fait. Non, leur vraie stratégie se concentrera sur 2 axes. Premièrement, développer une gamme de véhicules électriques à l'horizon 2025. Et deuxièmement, redonner de la valeur à la marque avec moins de volume mais plus de marge. Le tout avec un modèle qui viendra symboliser ce renouveau, le Grecale. Outre son étrange ressemblance avec un Ford Puma, ce SUV embarque des motorisations essence V6, mais également une motorisation électrique de 550 chevaux. Ils afficheront ce Grecale à des prix complètement délirants, surtout sur la version électrique qui dépasse les 110 000 €. Pour vous donner une idée, un Porsche Macan électrique équivalent, c'est 93 000 €. Et qu'est-ce qu'il vous offre de plus ce Maserati pour 20 000 € de plus? Rien. Sans surprise, ce Grecale sera un four, et en fait c'est toute la gamme électrique de Maserati qui sera à la ramasse, puisqu'en Europe, en 2024, il s'en est vendu 150. Ils étaient même les premiers à tenter le pari de fabriquer une GT électrique, et justement, il est là le problème. Il n'y a juste pas de demande pour ce genre de voiture, et encore moins chez Maserati. Un client de la marque ne veut pas d'une GT à 200 000 € qui fera le même bruit qu'une Citroën Ami. Il veut un moteur prestigieux qui lui permettra de se démarquer, de faire le gros prouveur en gros. Heureusement, nos amis italiens se sont quand même dit qu'il leur faudrait un bon gros moteur essence qui tabasse à côté de leur gamme électrique. En 2020, les ingénieurs Maserati débarquent donc avec ceci, le V6 Nettuno. Ce V6 viendra équiper toute la gamme et honnêtement, on peut se dire que les modèles thermiques ont largement de quoi sauver la marque. Sauf que toujours pas. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que Maserati avait pris le parti de se diversifier et de descendre en gamme? Et ben voilà, il est là le problème pour Maserati en fait. Pour une marque de luxe comme eux, descendre en gamme, c'est une mission tout à fait réalisable. Il suffit de regarder ce qui s'est fait chez Porsche il y a 30 ans. En commercialisant des modèles plus abordables et plus accessibles, effectivement la marque arrive à toucher une nouvelle cible sans problème, et ça a même sauvé la marque d'ailleurs. Et en fait, Maserati, ils avaient clairement réussi cette mission-là, parce qu'avec la Quattroporte 6 et la Ghibli, ils avaient considérablement augmenté leur chiffre d'affaires et leur volume de vente. Mais ce qui marche dans un sens ne marche pas forcément dans l'autre, et quand la marque a décidé de revenir à une stratégie de valeur plutôt que de volume, ça a coincé. Et oui, tous les clients qui avaient acheté une Ghibli à l'époque, lorsqu'ils sont venus des années plus tard pour renouveler, ils se sont retrouvés face à des modèles qui étaient complètement différents de ce qu'ils avaient, et des modèles beaucoup plus chers. Résultat, ils sont allés voir ailleurs. Et accessoirement, vous rajoutez à ça qu'il y a plus d'un client qui a dû être refroidi par les décotes monstrueuses des Maserati. Par exemple, une Ghibli, ça peut perdre jusqu'à 65% de sa valeur en 5 ans. Juste imaginez-vous 2 secondes acheter une Ghibli à 70 000 €, tout ça pour que 5 ans plus tard, elle ait la même valeur que la Laguna de ton oncle alcoolique. C'est parti. Et histoire d'enfoncer le clou, la marque a fini par casser ses prix et accorder des remises jusqu'à 80 000 $ aux US sur sa gamme électrique, soit le pire truc à faire quand t'es une marque de luxe. Et pourtant, quand on regarde de plus près, la marque a retrouvé les volumes qu'elle faisait avant de se diversifier. Donc au final, est-ce que le problème c'est pas que Maserati cherche à faire les mêmes volumes de vente que dans les années 2010, avec une gamme moins complète et des produits beaucoup plus chers?
Bref, après cette leçon de marketing absolument dingue que je viens de vous offrir, il est temps de voir comment on peut s'écrire l'avenir de la marque. Déjà, avant toute chose, il faut reparler sport auto. Tout à l'heure, je vous disais que la MC12 avait permis à Maserati de se faire une réputation il y a 20 ans. Alors, on se pose la question, pourquoi Maserati retente pas le coup? Ah, ils ont essayé, hein. La marque a investi pendant plusieurs années le championnat de Formule E, avant de le quitter en 2025. Et aujourd'hui, la marque n'est présente que dans un seul championnat, le GT2 European Series. Sauf qu'il y a un petit problème avec ce championnat-là. Tout le monde s'en branle. Mais Maserati a besoin de se refaire une image. Alors pourquoi ne pas s'engager dans des compétitions plus prestigieuses? Pourquoi ne pas s'engager en endurance et viser des compétitions comme les 24 heures du Mans par exemple? En GT3 avec la MC20, ça aurait de la gueule. Non, à la place, je préfère rester dans un championnat qui fait moins de vues que cette vidéo. Belle perf au passage. Une des choses qui revient le plus souvent lorsqu'on aborde les mauvais résultats de Maserati ces derniers temps, c'est la vente de Maserati à un autre constructeur. Sachant qu'actuellement, Maserati appartient au groupe Stellantis, dont on a déjà parlé dans la précédente vidéo. Et autant je suis d'accord sur le fait que Stellantis ne semble absolument pas savoir quoi faire de Maserati, autant je suis pas sûr qu'une vente à un autre constructeur soit une bonne idée. Déjà, parce que la seule marque qui s'est montrée intéressée par un rachat de Maserati, c'est BYD. Oh non! Oh non, pas ça! Non, plus sérieusement, j'ai rien contre BYD, mais ça serait un crime de leur laisser Maserati. Faut reconnaître que les marques chinoises, qu'on aime ou qu'on déteste, elles ont une vision radicalement différente de l'automobile comparée à nous, occidentaux. Elles considèrent que la voiture est un déplaçoir et qu'elle doit juste se démarquer par son niveau de technologie embarquée. La notion de design et de plaisir de conduire, c'est jamais la priorité, et ça vient complètement s'opposer à la vision d'une marque comme Maserati. Il suffit de voir ce que la marque chinoise Geely a fait de Lotus, et je pense sincèrement que Maserati suivrait le même chemin. Lotus, avant son rachat, c'était cool, mais alors après... Et ces derniers temps, il n'est pas rare de voir des gens qui disent que pour sauver Maserati, il faudrait que la marque soit rachetée par Ferrari. Et c'est vrai que Maserati a tout à y gagner dans l'histoire. Ils pourraient reprendre les bases et les moteurs Ferrari, et en plus, ils pourraient redévelopper leur activité en sport auto, là où Ferrari est à des années-lumière d'eux. Sauf que si Maserati a tout à y gagner, Ferrari, eux, ils ont tout à y perdre. Ferrari, ça cartonne depuis des années. Ils font des bénéfices records et en plus de ça, ils ont des listes d'attente de plusieurs années pour pouvoir acheter un de leurs véhicules. Alors pourquoi ils iraient s'emmerder avec Maserati à investir des milliards pour redévelopper la marque qui est clairement un peu en train de sombrer? Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Et si la marque restait dans le groupe Stellantis? La marque va faire ce qu'elle sait faire de mieux, sortir la photocopieuse. En gros, Maserati sera obligé de réutiliser les châssis et les moteurs des autres marques du groupe, le tout pour réduire les coûts de développement. Selon des rumeurs parues à l'époque, les futurs Maserati auraient même dû reprendre la base de la Dodge Charger. On est tous d'accord pour dire que c'est une idée de merde, hein. À ce rythme-là, ils vont nous sortir un 3008 sur une base de RAM que ça me choquerait même plus. Pas si con comme idée en fait. Mais du coup, de toutes ces hypothèses, laquelle paraît la plus réaliste? Je suis pas voyant, mais pour moi, il y a des indices qui laissent penser que Maserati va pas continuer sa route avec Stellantis, ou pas uniquement du moins. En mai dernier, le CEO de Stellantis présentait son plan stratégique pour les années à venir, en détaillant le plan pour chacune des marques du groupe. Sauf une, et je vous laisse deviner laquelle. On apprendra juste que la feuille de route pour la marque sera présentée en décembre 2026. Du coup, pourquoi attendre décembre et ne pas avoir présenté le plan en même temps que les autres marques? Si vous voulez mon avis, c'est juste qu'il y a un partenariat ou une vente avec un autre constructeur qui est en train d'être finalisé, et le tout sera prêt à être annoncé fin 2026. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Maserati va survivre. Par contre, savoir ce que va devenir la marque, là, c'est un peu plus compliqué à prédire, et il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet parce que si Maserati passe entre de mauvaises mains, on risque de perdre une icône du milieu automobile. Et c'est déjà un milieu qui devient de plus en plus triste pour nous les passionnés. Et au-delà de ça, on est dans une époque où les designs automobiles sont devenus de plus en plus grossiers, compliqués, agressifs et toujours dans la surenchère. Que ce soit Audi, Mercedes, Ferrari ou Lamborghini, personne n'y a échappé. Et ça fait longtemps que ces marques-là n'ont pas sorti un design qui mettait tout le monde d'accord. Sauf une, Maserati. Certes, la marque s'est un peu perdue avec sa gamme électrique, mais il faut reconnaître qu'elle continue de proposer des modèles qui font rêver et élégants. Les dernières Maserati sont magnifiques et elles démontrent qu'il n'y a pas besoin d'aller dans la surenchère et le dessin grossier pour paraître dans l'air du temps. Je vais me faire des ennemis,
Mais clairement, pour moi, une Gran Turismo est bien plus réussie qu'une Ferrari Amalfi, et une MC Pura, elle est à des années-lumière d'une McLaren GTS par exemple. Mais bon, ça c'est un discours de passionné, pas un discours de client. Alors c'est pas ça qui sauvera Maserati, et encore moins son âme.